Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 février 2024. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous prendre parce que j'avais encore une fois beaucoup de choses à vous dire. Notamment, je voulais vous parler de mes troubles du comportement et troubles du comportement alimentaire, comment j'arrive à vivre avec. Et si ça peut aider certains et certaines d'entre vous, j'en serais très heureuse. Moi, on m'a diagnostiqué mes troubles du comportement alimentaire il y a quelques années déjà, donc mon anorexie mentale. Et depuis, les phases vont et viennent, c'est-à-dire que il y a des phases où on pourrait croire que j'ai pas du tout la maladie et des phases où la maladie se fait plus présente. Donc en ce moment, je suis dans une période où la maladie se fait très présente parce que j'ai beaucoup d'angoisse liée à la nourriture, j'ai beaucoup de périodes de restriction et de vomissement. Donc voilà, j'arrive pas trop à passer au-dessus pour le moment. Ce qui m'aide, c'est ma thérapie cognitive et comportementale. Comme je vous disais dans le précédent vlog, cette thérapie m'aide beaucoup et la prise en charge pluridisciplinaire aussi m'aide beaucoup parce que c'est une prise en charge qui pour moi est très importante et qui fait que je tiens l'équilibre aujourd'hui parce que sans cette prise en charge, j'aurais pas l'équilibre que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas le cran de vous en parler et d'en parler sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc j'ai un traitement qui s'appelle le Risperdal, comme je vous disais dans le deuxième vlog, qui m'aide beaucoup à stabiliser mes troubles du comportement. Je tiens à dire que chaque personne est différente, chaque réaction est différente. Il y a une molécule pour chaque personne. Donc si cette molécule fonctionne pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle doit fonctionner pour vous. Ça, c'est à voir avec votre psychiatre et les personnes qui vous suivent au quotidien dans votre prise en charge thérapeutique, psychologue, psychiatre, psychomotricien, notamment pour les troubles du comportement alimentaire. La psychomotricité est beaucoup préconisée. Moi, j'en ai eu pendant 1 an et demi. Ça m'a beaucoup aidé. Le psychomotricien m'a appris des méthodes de relaxation que j'essaye de faire avant chaque repas pour essayer de moins appréhender le moment des repas. Parce que pour moi, en ce moment, chaque repas est une souffrance et chaque repas est un supplice. Donc, j'essaye de me concentrer uniquement sur mes sensations corporelles positives parce que c'est ça qui peut m'aider à m'ancrer vraiment dans la réalité du moment présent. Et je vous conseille de faire des exercices de relaxation avant chaque période stressante si vous le pouvez, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider sur le long et moyen terme. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Ce qui m'aide beaucoup à dédramatiser aussi, c'est l'écriture. L'écriture m'aide beaucoup aussi. Et faire des activités distrayantes comme la vidéo, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, la vidéo m'aide beaucoup. Il y a aussi être sur internet et regarder des vidéos qui m'aident beaucoup. En faire, ça m'aide, mais en regarder, ça m'aide aussi. Bon, tout n'est pas bon à prendre sur internet, parce que sur internet, il y a toujours du bon et du mauvais. Mais essayez de prendre des témoignages qui vous tirent vers le haut parce que ça peut vous aider de voir des gens qui se sont sortis de la maladie, sachant que moi,
mon avis, c'est qu'on ne guérit jamais vraiment de troubles du comportement alimentaire. On a toujours une part de reste en nous qui peut surgir à n'importe quel moment de notre vie. Mais tout ce que je vous conseille, c'est de, si vous le pouvez, faire une thérapie parce que les thérapies aident beaucoup, accompagnées ou non de traitements médicamenteux. Moi, c'est ce que j'ai, un traitement médicamenteux qui m'aide beaucoup à chasser mes idées noires et à garder un moral plus ou moins constant. Et aussi, ce qui m'aide, c'est ma famille et mes amis. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut parce que c'est très important l'entourage dans ce type de maladie, dans les troubles du comportement, c'est très important. Et si vous avez un mauvais entourage, c'est pas quelque chose de stimulant, quelque chose qui donne envie de réussir à se sortir de tous ces troubles. Et notamment si vous avez un conjoint ou une conjointe, le fait que l'entourage s'informe lui aussi, ça peut aider que l'entourage se fasse aider parce que on oublie trop souvent l'entourage, on se concentre trop souvent uniquement sur la personne malade et pas sur l'entourage. Or que l'entourage est aussi très important, le fait de soutenir l'entourage dans une thérapie aussi, c'est très important. Il y a aussi beaucoup d'associations, de groupes de soutien aux personnes malades et à l'entourage des personnes atteintes de troubles du comportement, qu'ils soient alimentaires ou non. C'est très important de s'entourer de personnes saines, bienveillantes, etc., etc. En tout cas, en ce qui me concerne, mes parents n'ont pas tout de suite compris mes troubles, notamment mon trouble du comportement alimentaire. Ma mère a longtemps fermé les yeux, ce qui n'a pas aidé. Donc maintenant, elle ferme moins les yeux, elle est consciente de ce que j'ai, elle est consciente que c'est pas dans ma tête et que c'est réel. Et maintenant, par rapport à ça, on s'entend mieux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas présente régulièrement dans ma vie, les thérapeutes ont fait en sorte qu'elle comprenne aussi la maladie. Et je pense que c'est très important que surtout les parents et l'entourage très très proche de la personne atteinte de troubles du comportement tel qu'il soit, soit au fait de ces maladies parce que c'est des maladies qui sont pas toujours comprises parce que souvent on dit que c'est dans notre tête et que c'est imaginaire et que voilà. Pourtant, Dieu sait qu'on fait pas exprès, qu'on fait pas semblant, que ça nous tombe dessus comme ça. On ne choisit pas d'être atteint de troubles du comportement, qu'ils soient alimentaires ou autres. Et si j'ai envie d'apporter mon témoignage aujourd'hui, c'est parce que trop de personnes qui souffrent de troubles du comportement et de troubles du comportement alimentaire sont ignorées et sont mises à l'écart parce qu'on nous traite de fous, de folles, etc., etc. On nous traite de tous les noms, on nous écarte de la société, on est un peu des parias alors que on peut avoir des troubles du comportement alimentaire ou des troubles du comportement au niveau psychique et psychiatrique et être stabilisé à force de traitement, à l'aide de traitement, à l'aide de thérapie. On peut vivre des vies totalement normales, excepté les traitements à prendre quotidiennement. Et je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Les traitements, on ne les arrête pas comme ça quand on veut. C'est une prise en charge psychiatrique. Faut voir avec son ou ses psychiatres. Si on veut ajuster le traitement, on peut. Si on veut changer de molécule, on peut. Mais tout ça, il faut que ça se fasse sous la surveillance d'un médecin parce que arrêter un traitement comme ça, c'est pas bon pour l'organisme et pour le psychisme, ça peut être très dévastateur. Les sevrages peuvent être douloureux
et psychiquement impossible à supporter. Donc n'arrêtez pas vos traitements seul, n'arrêtez pas vos traitements d'un coup. Faut faire ça progressivement si vous voulez arrêter. Parlez-en à votre médecin, parlez-en autour de vous, parce que sans prise en charge médicale, arrêter un traitement, c'est très dangereux pour l'organisme et très dangereux pour le psychisme. Je vous retrouve en début d'après-midi. Il est actuellement 14h. Je viens d'aller manger. J'ai pas mangé grand-chose. Comme j'ai l'appréhension des repas à cause de mon trouble alimentaire, et j'ai comme une sensation de boule qui m'obstrue l'œsophage et la bouche, la gorge. Et du coup, avec cette sensation, ça fait que j'ai pas beaucoup mangé. J'arrive pas en ce moment à m'en détacher. J'ai vu mon psychiatre vendredi. On a discuté de mes angoisses, de mon traitement et du fait que j'avais repris les vomissements et que c'était plusieurs fois par jour. On a décidé à la suite de ça de garder le traitement Risperdal et de faire un bilan sanguin pour savoir si mes fréquents vomissements n'impactent pas ma santé sur le plan sanguin, sur le plan pathologique, sur le plan biologique. Enfin, je ne suis pas médecin, donc je m'y connais pas trop dans ces trucs-là. C'est lui qui s'y connaît le plus. Donc il a demandé un bilan sanguin que je vais faire, je pense, prochainement pour voir si tout va bien d'un point de vue métabolique. Mais j'ai un peu peur parce que le sang, ça ne ment pas. Et quand tu fais une prise de sang, on voit tout de suite que tu es en carence et j'ai un peu peur d'être multicarencée parce que pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je suis déjà végétarienne, donc de par mon régime végétarien, j'ai pas mal de carences et en plus, avec les vomissements, ça fait que j'ai encore plus de carences, mais pour celles et ceux qui sont en trouble alimentaire, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais quand je fais pas de crise, j'ai l'impression que ma journée n'est pas complète. Et quand je fais une crise, j'ai une espèce de dissociation. C'est-à-dire que je me vois faire les crises, mais que je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une partie de moi qui me dit arrête, c'est pas bien, ce que tu fais, ça te détruit, etc., etc. Et j'ai une autre partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de faire la crise. Ça veut dire que si je fais pas la crise, en gros, je me sens pas complète. Et j'ai l'impression que, il y a des fois où j'ai l'impression que je ne suis pas légitime d'être malade parce que ici, dans ma structure, j'ai beaucoup de mal à faire comprendre que je souffre d'anorexie. Les gens pensent que je joue de mon état, que je ne suis pas une vraie malade parce que je ne suis pas totalement... j'ai pas les caractéristiques physiques de quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, alors qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de caractéristiques physiques. Quelqu'un peut être en surpoids et souffrir d'anorexie, comme quelqu'un peut être maigre et souffrir de boulimie. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas, il n'y a pas de profil type. Faut arrêter de croire que quelqu'un qui est en surpoids ne souffre pas forcément d'anorexie et que quelqu'un qui est maigre ne souffre pas forcément de boulimie ou d'hyperphagie vomitive. Hein. Chaque trouble alimentaire a ses spécificités, ça je suis d'accord, mais il n'y a pas un physique pour un trouble du comportement alimentaire et malheureusement les gens ont trop tendance à croire que un physique égale un trouble du comportement alimentaire. Et c'est contre ça que j'ai du mal à lutter parce que les gens me voient manger, donc pensent que je vais bien alors que c'est pas vrai.
Il y a une majorité, il y a une partie des troubles qui se passent dans l'alimentation et une autre partie qui se passe dans la tête. C'est pour ça que, comme je vous disais ce matin, j'ai une thérapie cognitive et comportementale qui traite l'alimentation, mais pas seulement, ça traite aussi la partie psychologique et psychique. Ça traite le pourquoi du comment, et même si je ne trouverai, je pense, jamais l'exacte source de mes troubles alimentaires, je pense que ça peut aider ce type de thérapie. En tout cas, moi, comme je vous disais dans le vlog précédent, ça m'aide beaucoup à identifier les moments où je me sens plus prise par mes troubles et les moments où je peux les dépasser en faisant une activité qui n'a rien à voir. Et ça m'aide beaucoup, cette thérapie. Je la suis depuis plus de 2 ans maintenant par intermittence. Et c'est une thérapie que vraiment je conseille. Je vous conseille de trouver une thérapie adaptée à votre problème, tel qu'il soit. Parce que sans thérapie, pour moi, on n'arrive à rien, et c'est que mon avis. Je donne que mon avis, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai du mal à me défaire des crises, j'ai du mal à me défaire de mon rapport au corps, parce que je souffre aussi de dysmorphobie. C'est le fait de ne pas se voir réellement tel qu'on est, de se voir difforme dans le miroir. Moi, je me trouve grosse, alors que vous qui regardez cette vidéo, vous allez peut-être me dire que je suis pas grosse, que je suis dans la norme, et que voilà, mais rien n'y fait. Vous aurez beau me dire dans les commentaires ou dans la rue quand vous me croisez que vous ne me trouvez pas si grosse que enfin, mon image de moi ne correspond pas à celle que je reflète réellement dans la réalité. Et ça, c'est un problème que j'essaye de corriger avec le temps. Il y a des jours avec et des jours sans, comme je vous dis souvent, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu dur au niveau de mes troubles alimentaires. Même si le traitement m'aide beaucoup, j'avoue que le traitement, le Risperdal, je le remercierai jamais assez, mon psychiatre, de m'avoir prescrit ce traitement, parce que depuis que j'ai ce fameux comprimé à prendre tous les soirs, j'arrive vraiment à faire la part des choses et à me dire que je ne suis pas qu'un trouble du comportement alimentaire, que la maladie ne me définit pas, et que je suis une personne au-delà de la maladie, et que voilà, on peut vivre normalement avec ces troubles. J'arrive à me dire ça, mais c'est pas toujours facile. Donc je vous conseille moi, le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un, c'est de trouver une thérapie adaptée à son problème, et surtout de ne pas avoir peur de parler à son thérapeute, parce que c'est en cachant des choses importantes que vous allez faire que le diagnostic ne sera pas bon et que la prise en charge sera moins bonne. C'est en cachant des choses importantes qui ne le sont pas à vos yeux, mais qui peut-être le sont aux yeux du thérapeute, que vous allez faire que le diagnostic va soit être erroné, soit être retardé, parce que vous allez cacher des informations essentielles à la trouver du diagnostic. Et c'est pas quelque chose à faire. Il ne faut pas mentir à son thérapeute. D'accord, on n'est pas obligé de tout lui dire, on lui dit ce qu'on veut, mais il faut pas non plus lui mentir, parce que une thérapie, c'est un investissement de tous les instants, c'est un investissement de soi. Et si on commence à faire une thérapie à moitié, ça sert à rien. Autant rester chez soi à se morfondre.
mais ne cachez rien à votre thérapeute. La moindre information peut être importante. Euh, Pendant un temps, j'ai nié ma maladie et ça n'a pas arrangé les choses. Donc, quitte à ce que ce soit douloureux, faites-le, mais faites-le en conscience parce que, encore une fois, si vous cachez des informations à votre thérapeute, il ne pourra pas vous suivre correctement. C'est dur à avouer certains symptômes, c'est dur de voir la réalité en face, mais une fois qu'on le fait, on est mieux, je vous jure, ça prend peut-être du temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour accepter ce qui vous arrive, mais ne mentez jamais à vos thérapeutes, dites-leur la vérité. Ne sous-estimez ni ne surestimez jamais vos symptômes parce que sinon ça peut faire en sorte qu'on vous prescrive le mauvais traitement. Et c'est important de prescrire un bon traitement parce que du traitement dépend votre réaction physiologique et physique et chimique aussi, parce que tous les traitements ne donnent pas le même résultat et c'est très important de faire sa thérapie sérieusement. Et moi, de mon côté, je vis une relation à distance et j'ai peur que la personne avec laquelle je suis euh, parte parce qu'il trouve que mes troubles sont trop importants ou qui n'assume pas mes troubles, mais quoi qu'il en soit, ça fait longtemps qu'on est en relation à distance et jusqu'à aujourd'hui, cette personne m'a toujours vu malade, m'a toujours vu comme ça et m'a vu dans mes pires états. Donc s'il n'est pas parti maintenant, jusqu'à maintenant, c'est qu'il m'aime vraiment et c'est ce qu'il faut que vous vous disiez, que les troubles du comportement, qu'ils soient alimentaires ou non, ça n'empêche pas une vie sociale, ça n'empêche pas une vie de couple. La vie de couple est peut-être différente, mais ça n'empêche pas. Et que si la personne vous aime vraiment, elle restera. Mais il faut aussi que vous soyez dans la communication et dans l'échange, parce que si vous ne dites pas vraiment à votre partenaire ce que vous avez, il ne pourra pas essayer de vous comprendre et essayer de vous aider au mieux. Moi, j'essaye de le faire avec la personne avec laquelle je suis. C'est pas toujours facile, mais il faut se faire violence parfois et c'est en sachant ce que vous avez que la personne peut-être pourra se renseigner pour essayer de mieux vous comprendre, de mieux adapter ses réactions et que vous aussi, vous pourrez lui expliquer comment réagir avec vous au mieux. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon cheminement pour l'acceptation de tous mes troubles. Parce que voilà, avoir des troubles du comportement, c'est bien, mais les accepter, c'est encore mieux. Vivre avec, c'est être confronté jour après jour au regard des gens, au jugement des gens. Les gens, quand vous avez un trouble du comportement et qu'ils ne se voient pas, ils disent oui, mais tu n'as pas de trouble, ça ne se voit pas. C'est juste qu'il y a des moments, c'est plus voyant que d'autres. Et il ne faut pas que vous culpabilisiez en vous disant oui, là, mon trouble ne se voit pas, donc cette personne a raison, je ne suis pas légitime d'avoir un trouble, d'avoir ce trouble ou d'être en trouble du comportement alimentaire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de légitimité à avoir, vous êtes malade, vous avez été diagnostiqué. Je pars du principe qu'il y a un diagnostic qui a été posé et vous êtes malade, c'est pas la maladie qui vous définit. Et les gens, s'ils vous aiment vraiment, ils vont vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, comme vous les acceptez avec leurs qualités et leurs défauts. C'est comme ça que ça doit se passer. Si les gens sont vraiment prêts à être dans votre vie, ils vont accepter ce qu'il y a de bien et de moins bien, votre partie normale et votre partie sombre. C'est pas vous qui devez vous cacher, parce qu'en se cachant, on, on se cache des choses à soi-même et on n'est pas soi-même devant les gens. Et moi, j'ai décidé de ne pas me cacher. C'est pour ça que j'en parle
aujourd'hui dans ce vlog et sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'en parle de mes troubles alimentaires et de mon trouble du comportement et du fait que je prenne un traitement psychiatrique pour aller mieux. C'est une béquille, comme je vous disais dans la précédente vidéo, dans le Handivlog 2. Je vous disais ça, je vous disais que le traitement psychiatrique, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, que c'est une béquille pour aller mieux et qu'il faut le prendre sérieusement, que si vous ne le prenez pas sérieusement, vous risquez des dommages parfois irréversibles parce que le psychisme il est complètement bouleversé. Mais quoi qu'il en soit, les gens, s'ils vous aiment vraiment tel que vous êtes, ils vous accepteront avec vos troubles et vos troubles ne leur feront pas peur. Et vous allez y arriver, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en nous. J'ai surtout confiance en vous, mais on va y arriver. Les troubles et la maladie, les troubles du comportement ne nous définissent pas. Nous sommes des personnes à part entière et entièrement à part. C'est aussi ça qui fait notre unicité, c'est qu'on arrive à gérer nos troubles et que d'autres gens ne le feraient pas comme nous on le fait. Donc soyez conscients de votre état et ne vous cachez pas, parce que se cacher c'est la pire des choses. Messieurs, dames, je vous retrouve en début de soirée. Il est 17h30 passé et je vais rien faire d'intéressant. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que mon récit de mes troubles du comportement vous aura plu. Si vous avez vous-même des troubles du comportement et que vous souhaitez être diagnostiqué, je vous invite à voir le personnel compétent, les professionnels compétents, et à bien vous entourer, parce que bien s'entourer, c'est la clé. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne et à le commenter. Moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.